Quand le téléphone de Silas Redmond a sonné à 2 heures du matin, son monde entier dormait encore profondément, et il ne se doutait pas que ce monde ne connaîtrait plus jamais un sommeil aussi paisible. La sonnerie a déchiré le silence du petit appartement, à l'ouest d'Albuquerque. Silas était recroquevillé sur un canapé usé. Il portait encore ses vêtements de travail. Ses bottes de sécurité étaient toujours à ses pieds. Il venait de terminer un service de 14 heures dans une sous-station au-delà du désert. Là-bas, son équipe remplaçait tous les câbles moyenne tension avant l'arrivée des chaleurs de juillet. La télévision était encore allumée, en sourdine. Sa lumière bleue pâle baignait un mur où étaient accrochés 2 cadres photos. Son corps s'est redressé, avant même que son cerveau ne comprenne ce qui se passait. C'était le réflexe d'un père célibataire. Un réflexe forgé par 4 années à élever seul un enfant. Une période où chaque bruit dans la nuit pouvait signifier que Poppy avait de la fièvre, que Poppy faisait un cauchemar, que Poppy avait besoin de son père. Mais Poppy n'était pas à la maison ce soir. Elle dormait chez sa meilleure amie, Zoé. Et le numéro sur l'écran était inconnu. Qui appelle à cette heure, à moins que quelque chose de terrible ne soit arrivé? Le cœur de Silas battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles quand il a répondu. « Blake ?» Une voix de femme, étranglée, tremblante. « Blake, j'ai besoin de toi. Centre médical Rio Vista, chambre 412. S'il te plaît, viens. » Silas est assis complètement. « Je crois que vous vous êtes trompé de numéro. » Une pause. Puis la voix s'est brisée, si à vif qu'elle donnait la chair de poule. « Blake, c'est toi? J'ai si peur. Je ne veux pas être seul. Pas ce soir. Je ne veux pas être seul ce soir. » Il y avait quelque chose dans cette voix. Une peur primitive, sans phare, qui a touché Silas au plus profond de lui-même. La partie de lui qu'il avait enfermée 4 ans plus tôt, dans le couloir d'un autre hôpital. Une autre nuit, où il était assis seul sur une rangée de chaises en plastique. Et où il avait compris que Corinne ne rentrerait jamais à la maison. Il se souvenait de ce sentiment. L'impression que le monde s'effondre sans aucune main à laquelle se raccrocher. « Je ne suis pas Blake, » dit Silas. « Mais je peux venir. Continuez juste à respirer, d'accord? J'arrive. » L'appel s'est terminé. Silas a regardé le téléphone dans sa main, se demandant ce qu'il venait de dire. La logique est revenue une seconde plus tard, froide comme l'eau glacée. Il venait de promettre de se rendre à un hôpital à 2 heures du matin parce qu'une inconnue avait fait un faux numéro. À un hôpital. Le seul genre d'endroit où il n'avait pas mis les pieds depuis 4 ans. Le genre d'endroit où il s'était juré de ne plus jamais entrer. Ses yeux se sont posés sur la photo sur l'étagère. Corinne. L'été de ses 34 ans. Debout dans le potager derrière leur ancienne maison. Riant avec un tuyau d'arrosage à la main. Ce sourire. Figé là pour toujours. À côté, la photo de Poppy en maternelle. Il lui manquait 2 dents de devant. Elle serrait dans ses bras un diplôme en carton. Silas a appelé Madame Opal Greer, la voisine âgée d'en face, qui avait insisté plus d'une fois pour être leur contact d'urgence. Il s'est excusé de la réveiller, a expliqué en quelques phrases, et lui a demandé de garder un œil sur l'appartement au cas où Poppy rentrerait plus tôt. Puis il a pris ses clés. J'ai longtemps pensé à ce téléphone posé sur la table basse, un téléphone à l'écran fissuré et à la coque tachée de graisse, le modèle le moins cher du magasin. Il avait sonné plus de fois que quiconque ne pourrait le compter au cours de ces 4 années. Un collègue signalant une panne, l'école appelant pour une fièvre, la banque appelant pour un paiement. Pas une seule fois il n'avait sonné parce qu'une inconnue avait besoin d'une main à tenir. Et voici ce que j'ai compris. Nous supposons toujours que les appels les plus importants de notre vie viendront des personnes les plus importantes de notre vie. Mais parfois, l'appel qui change tout vient de quelqu'un que nous n'avons jamais rencontré, qui se trompe d'un seul chiffre, la seule nuit où vous êtes tous les deux en train de vous noyer. Silas n'a pas répondu cette nuit-là parce qu'il était gentil. Il a répondu parce qu'il a reconnu cette voix. Pas la personne, la peur. Il s'était déjà trouvé exactement à cette place, à l'autre bout du silence. C'est peut-être pour cela que certains faux numéros ne sont pas vraiment faux. Ils prennent simplement un long détour pour trouver la seule personne qui sait comment répondre. Albuquerque, à près de 3 heures du matin, était assez vide pour paraître hanté. Les feux de circulation changeaient de couleur pour des voitures qui n'existaient pas. Les montagnes Sandia se dressaient, noires contre le ciel de l'Est, comme une muraille de forteresse. Silas a traversé la ville dans son vieux pick-up, et à chaque kilomètre, il se posait la même question.
Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, bon sang? Mais la vraie question n'a commencé que lorsque les portes vitrées du centre médical Rio Vista se sont ouvertes et que l'odeur l'a frappé. Antiseptique, drops lavés avec des produits chimiques, l'odeur des couloirs où les lumières ne s'éteignent jamais. Les pieds de Silas se sont immobilisés au milieu du hall. Pendant une seconde, il n'était plus à Rio Vista. Il se tenait au 4e étage d'un autre hôpital, 4 ans plus tôt. Il tenait 2 cafés du distributeur, regardant une infirmière s'approcher de lui avec cette démarche particulière qu'il avait appris à redouter. La démarche qui ralentit juste avant la mauvaise nouvelle. Corinne est morte à 4h17 du matin, un mardi d'octobre. Un cancer des ovaires détecté à un stade trop avancé pour espérer et trop précoce pour lâcher prise. 11 mois. Silas avait été là chaque nuit de ces 11 mois. Et après, il s'était juré de ne plus jamais respirer cette odeur. Et pourtant, il était là, pour une inconnue. L'ascenseur s'est ouvert. Silas a fixé cette boîte de lumière blanche un long moment. Il pouvait encore faire demi-tour. Mais il a pensé à la voix au téléphone. « Je ne veux pas être seul. » Et il est entré, a appuyé sur le 4 et a regardé les portes se fermer derrière lui, comme un homme regarde une décision sur laquelle on ne peut plus revenir. La porte de la chambre 412 était entr'ouverte. Il a frappé doucement. La femme dans le lit était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, au début de la trentaine, tout au plus. Des cheveux blonds cendrés étaient étalés sur l'oreiller blanc, visiblement clairsemés aux tempes. Son visage était pâle, ses lèvres gercées, mais ses yeux, les yeux gris qui le regardaient à travers cet enchevêtrement de perfusion et de machines, avaient encore une lumière têtue, intacte. « Vous n'êtes pas Blake, dit-elle. « Non, je suis Silas. Vous vous êtes trompé de numéro, a-t-il ajouté rapidement quand ses yeux se sont écarquillés. J'ai juste entendu à quel point vous aviez peur. Je ne pouvais pas ne pas venir. Elle l'a regardé longuement, puis elle a laissé échapper un petit rire brisé, moitié gratitude, moitié amertume. « Dahlia Everhart, dit-elle. Et il semble que l'univers m'ait envoyé un être humain décent à la place d'un ex-petit ami inutile. » Le nom a glacé Silas. Everhart Aérospatiale. Tout l'État du Nouveau-Mexique connaissait ce nom. L'usine d'assemblage de satellites à la périphérie de la ville, les champs d'antennes paraboliques blanches dans le désert qu'il croisait chaque fois que son équipe posait des câbles le long de l'autoroute 25. L'entreprise aérospatiale qu'Arthur Everhart avait bâtie à partir de rien. Ce monde n'était pas à quelques rues de son atelier d'électricité taché de graisse. Il était à quelques galaxies de là. Blake et moi avons rompu il y a presque un mois, dit Dahlia en grimaçant, en essayant de s'asseoir. Les médecins ont dit que cette nuit serait difficile, et j'ai quand même fini par l'appeler. Stupide, je sais. Elle a souri, et le sourire avait un goût amer. Vous voulez savoir le plus drôle? J'ai supprimé son numéro il y a 3 semaines. Ce soir, je l'ai composé de mémoire. 10 chiffres que je connaissais par cœur depuis 3 ans, et je me suis quand même trompé. La remarque est passée comme un petit détail. Personne dans cette pièce, pas même Dahlia elle-même, ne réalisait qu'elle reviendrait une autre nuit, bien plus tard, avec une signification entièrement différente. La porte s'est ouverte. Un médecin est entré. Petit, cheveux poivre et sel, chaque mouvement sec et urgent. Les derniers résultats ne sont pas bons, dit-elle. Nous devons ajuster le protocole ce soir. Puis elle s'est tournée vers Silas. Je suis le docteur Hannah Voss. Et vous êtes? Silas Redmond, un ami de Dahlia. Le mensonge est sorti de sa bouche, aussi légèrement qu'un souffle, le surprenant lui-même. Dans le couloir, le docteur Voss a baissé la voix. Mademoiselle Everhart souffre d'une anémie aplasique sévère. Sa moelle osseuse a pratiquement cessé de produire des cellules sanguines. Nous la traitons par thérapie immunosuppressive depuis 3 mois, mais son corps ne répond plus. Ce soir, son taux de globules blancs s'est effondré et elle a de la fièvre. Pour une personne en bonne santé, une infection mineure. Pour elle, cela peut être une condamnation à mort. Les 48 prochaines heures sont critiques. À long terme, elle a besoin d'une greffe de moelle. Et la liste d'attente, elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Silas est resté là, avalant chaque mot comme une pierre. Il connaissait ce langage. Il l'avait appris pendant 11 mois dans un autre couloir. Taux, réponse, fenêtre critique. Elle veut que vous restiez, a dit le docteur Voss, même si vous n'êtes pas de la famille. Pour une patiente dans son état, avoir quelqu'un à son chevet n'est pas une simple gentillesse.
C'est un facteur clinique. Silas a regardé la porte de la chambre 412. Tout en lui hurlait de fuir. Cette odeur, ces chiffres, ce scénario. Il l'avait déjà joué une fois, et ça s'était terminé devant une pierre tombale à la sortie de la ville. Personne ne le forçait à le rejouer. Il est entré dans la chambre. Dahlia paraissait incroyablement petite maintenant. L'armure qu'elle portait plus tôt était complètement tombée. « Le médecin vous a dit la partie dangereuse », a-t-elle murmuré. « Les gens s'enfuient généralement dès qu'ils entendent cette partie. »« Je ne suis pas les gens », a répondu Silas en tirant une chaise. « Alors, Dahlia Everhart d'Everhart Aérospatiale, dites-moi pourquoi l'héritière de toute une société de satellites est seule ici, à 3 heures du matin. Vous reconnaissez le nom? Je passe tout le temps devant votre champ d'antenne. Ces paraboles blanches géantes dans le désert. Les électriciens ont une blague. On dit qu'elles ressemblent à des champignons après la pluie. » Dahlia a ri, un vrai rire, le premier de la nuit. Et alors ils ont parlé. « Qui est la personne la plus importante dans votre vie? » Silas Redmond, a-t-elle demandé. « Ma fille Poppy. Elle a 10 ans. » La réponse est venue sans une seconde de réflexion. « Tout le reste n'est que détail. Parlez-moi d'elle. » « Elle se dispute avec moi à propos du courant continu, » a dit Silas, et il s'est surpris à sourire sans s'en rendre compte. « Je suis sérieux. Elle a 10 ans, et elle est convaincue qu'Edison a triché contre Tesla. Elle dessine constamment. Des poteaux électriques, des lignes à haute tension, des couchers de soleil. Son professeur dit que la plupart des enfants dessinent des maisons et des soleils. La mienne dessine le réseau moyenne tension. Elle est comme sa mère. Cette façon de regarder quelque chose de cassé et de refuser de croire que ça ne peut pas être réparé. Sa mère, partie depuis 4 ans maintenant, un cancer. Silas a baissé les yeux sur ses mains, sur les callosités et la graisse qui ne partait jamais complètement. Corinne, elle faisait pousser les meilleures tomates du quartier et a perdu contre moi au morpion pendant 10 années de suite, sans jamais l'admettre. Dahlia est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit si doucement que sa voix s'est presque dissoute dans le bourdonnement des moniteurs. « Et vous êtes quand même venu ici, dans un hôpital, pour une inconnue. » Silas n'a pas répondu. Il y a des questions qui sont gâchées par une réponse à voix haute. En retour, Dahlia a ouvert son monde. Son père, Arthur Everhart, mort d'une crise cardiaque 18 mois plus tôt, laissant à sa fille unique une entreprise de 4000 personnes et un conseil d'administration qui n'avait jamais cru en elle. Une mère remariée vivant en Europe, qui appelait une fois par mois à n'importe quelle heure que le décalage horaire permettait. Un petit ami de 3 ans qui a disparu exactement 2 semaines après le diagnostic, laissant derrière lui un message vocal qu'elle n'avait toujours pas réussi à effacer. « Je suis désolé. Je n'ai pas été conçu pour ça. » Et des amis, un mot, a-t-elle dit, qui s'avère avoir une date d'expiration. Et la date d'expiration est le jour où vous tombez malade. Les médecins disent que je ne passerai peut-être pas la nuit, a-t-elle dit enfin. C'est pour ça que j'ai appelé Blake. Je ne voulais pas mourir seul. Le cœur de Silas s'est serré. Alors je resterai, a-t-il dit, d'une voix calme mais solide comme le roc. Personne ne devrait affronter ça seul. Cette nuit-là, à côté d'un lit d'hôpital blanc et froid, un père célibataire qui travaillait comme électricien et une héritière dont le temps était compté sont restés assis ensemble. À travers la fièvre, à travers 3 changements d'antibiotiques, à travers ce moment vers 4 heures du matin que Silas connaissait mieux que quiconque comme étant le plus difficile à traverser. Et aucun d'eux ne savait qu'ils venaient de faire les premiers pas dans une histoire qui allait bouleverser leurs 2 vies. Dahlia a survécu à la nuit. Elle a survécu avec obstination, au mépris de toutes les sombres prédictions. Quand l'aube a teinté de rouge la chaîne des Sandia, derrière la fenêtre, la fièvre est tombée, et le docteur Voss est entré dans le couloir avec une démarche que, cette fois, Silas n'a pas eu à craindre. Avant de partir, Dahlia a demandé son numéro de téléphone. Correctement, directement, un échange délibéré, pas un faux numéro dans le noir. « Je ne sais pas comment vous remercier », a-t-elle dit. « Les gens n'ont généralement pas besoin d'être remerciés pour les choses que tout le monde devrait faire », a répondu Silas. « Prenez soin de vous, Dahlia Everhart. » Il a quitté l'hôpital, absolument certain que c'était la fin d'une nuit étrange. Il avait une fille à récupérer à 9 heures, un panneau industriel à recabler pour un client, une vie à retrouver. Il n'avait aucune idée à quel point il se trompait. 3 jours plus tard, alors que Silas baissait le rideau de fer de Redmond Electric, un SUV noir brillant est entré sur le parking.
Le chauffeur est sorti, costume gris, visage sans expression, et lui a tendu une enveloppe de couleur crème. Mademoiselle Everhart demande votre présence à sa résidence demain soir à 19 heures. Elle m'a chargé de vous dire que cette affaire est très importante. Le premier instinct de Silas fut de refuser catégoriquement. Sa vie était déjà emmêlée comme un paquet de fils brûlés. Il n'avait pas besoin d'une milliardaire gravement malade au milieu de tout ça. Mais la curiosité, et s'il était honnête avec lui-même, l'inquiétude pour la femme de la chambre 412 ont discrètement gagné. Pendant les 24 heures suivantes, il n'a pu se concentrer sur rien. Le lendemain matin, Poppy a étudié son père à travers la table du petit déjeuner, les sourcils froncés. « Papa, tu viens de mettre du sel dans ton café, et tu as mis une clé à molette dans ma boîte à lunch. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui ?» La résidence Everhart se trouvait sur la colline au nord de la ville, surplombant la vallée du Rio Grande, une composition de verre et de pierre du désert. Silas est sorti de son camion avec la chemise la mieux repassée qu'il possédait et ses meilleures chaussures, et se sentait quand même comme un boulon égaré tombé dans une boîte à bijoux. Dahlia l'attendait dans une pièce baignée par le soleil de fin d'après-midi. Elle avait bien meilleure mine que sous les lumières de l'hôpital. Une pointe de couleur sur les joues, un foulard de soie enroulé avec art autour de sa tête. Mais sa façon de s'asseoir portait encore la fragilité d'une porcelaine qui venait à peine d'être recollée. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-elle, sa voix sérieuse avec un fil d'hésitation. « Ça va paraître insensé, mais je vous demande de tout écouter avant de dire non. » Ce que Dahlia a exposé ce soir-là était, pour le dire simplement, insensé. Sa maladie pouvait être traitée si un donneur compatible était trouvé, si son corps tenait jusqu'au jour de la greffe, si elle survivait aux mois brutaux de traitement avant et après. Trop de si, mais une chose ne nécessitait aucun si. Le conseil d'administration d'Everhart Aérospatiale utilisait sa maladie comme prétexte pour lui retirer le contrôle. L'homme qui mène la charge est Gideon Falk, dit Dahlia, et une étincelle a brillé dans ses yeux fatigués. Vice-président du conseil, 30 ans aux côtés de mon père. Et avant que vous ne le classiez parmi les vieillards avides s'accrochant au pouvoir, je lui dois une part de justice. En 98, quand cette entreprise a failli faire faillite, Falk a hypothéqué sa propre maison pour payer les salaires. Mon père a raconté cette histoire 100 fois. Falk ne voit pas l'entreprise comme un siège à une table. Il la voit comme un enfant dont il a sauvé la vie. Alors quel est le problème? Le problème, c'est que l'enfant m'appartient maintenant. Dahlia a regardé la vallée qui s'assombrissait. Je veux emmener l'entreprise là où mon père n'a jamais osé aller. Une constellation en orbite basse pour fournir Internet à l'Amérique rurale, des villes sans fibre optique, des régions d'élevage sans signal. Falk croit que c'est une fantaisie qui consumera tout ce que sa génération a bâti à la sueur de son front. Et il le croit sincèrement, ce qui le rend précisément dangereux. On peut négocier avec la cupidité. On ne peut pas négocier avec un homme qui croit sauver un héritage. Et qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi? A demandé Silas. Bien qu'au fond de lui, il avait déjà commencé à deviner la réponse. En ce moment, chaque fois que je suis admise à l'hôpital, Falk gagne un autre vote. Il me dépeigne comme une femme malade, isolée, désespérée, pas assez saine d'esprit pour tenir le volant. J'ai besoin de prouver le contraire. J'ai besoin de quelqu'un à mes côtés, quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un qui est venu à moi quand il n'y avait rien à gagner. Elle se pencha légèrement en avant, sa voix douce mais ferme comme l'acier. « Je veux vous engager, Silas. Comme mon compagnon, vous viendrez avec moi au traitement, aux réunions du conseil, aux apparitions publiques. 750 000 $ pour 6 mois. » Silas a ri, certain qu'elle plaisantait. « Vous voulez dire m'engager comme faux petit ami? Dahlia, je suis électricien. J'ai de la graisse de câble sous les ongles et un enfant à la maison. Je n'appartiens pas à votre monde. » « C'est exactement pour ça que ça marche, » a répondu Dahlia. « Vous n'avez aucun lien avec mon industrie, aucun agenda caché que quiconque pourrait déterrer. Et Silas, cet argent est suffisant pour assurer l'avenir de Poppy. Assez pour des portes dont vous ne vous êtes permis que de rêver. » Elle avait touché le nerf à vif. 750 000 $. Une maison avec un jardin dans un quartier plus sûr. Un fonds pour l'université. L'atelier digne de ce nom qu'il continuait de concevoir dans sa tête lors de ses nuits d'insomnie. Mais à quel prix?
Je vous offre une chance de changer votre vie, dit Dahlia doucement. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tenir à mes côtés pendant que je me bats pour rester en vie. Silas a quitté la résidence sans donner de réponse. Il a tourné en rond dans la ville. Et finalement, comme si cela ne nécessitait aucune explication, le pick-up s'est arrêté devant le petit cimetière du côté ouest, où Corinne reposait sous une simple pierre tombale. Une fine nouvelle lune était suspendue dans le ciel. Silas est resté là longtemps, les mains au fond des poches de sa veste, respirant le froid vif de la nuit du désert. Corinne, que me dirais-tu de faire? Corinne avait toujours été sa boussole, pratique, têtue, honnête jusqu'à la franchise. Qui penserait-elle de Silas acceptant quelque chose de mi-réel, mi-faux, même si la destination était l'avenir de Poppy? Il pouvait presque entendre sa voix, la voix qu'elle utilisait chaque fois qu'il essayait de prendre un raccourci sur un schéma de câblage. Tu connais déjà la réponse. Tu cherches juste quelqu'un pour te donner la permission. Le problème, c'est qu'il ne connaissait pas la réponse. Il est rentré chez lui cette nuit-là et n'a pas pu dormir. Vers minuit, la lumière de la cuisine a recommencé à clignoter, la maladie chronique de ce vieil immeuble. Silas a pris ses outils, a ouvert le panneau de disjoncteur dans le coin de la cuisine et a fait ce qu'il avait fait toute sa vie. Il a suivi chaque fil, trouvé le contact lâche, l'a resserré, l'a isolé, a refermé le disjoncteur. La lumière jaune et chaude s'est stabilisée et il est resté là un long moment devant le panneau ouvert, le tournevis encore à la main. Je pense à Silas, debout devant ce panneau de disjoncteur à minuit, et je comprends pourquoi il a choisi ce métier. L'électricité est la chose la plus juste au monde. Une connexion est soit serrée, soit lâche. Un circuit est soit fermé, soit ouvert. Vous trouvez la panne, vous la réparez, la lumière revient. Pas de zone grise, pas de demi-mesure. Pendant 4 ans, je crois, il s'est accroché au travail d'électricien comme un noyé s'accroche à une bouée, précisément à cause de cette clarté. Parce que tout le reste dans sa vie s'était brisé d'une manière qu'aucun appareil de mesure ne pouvait tracer. La femme en bonne santé à qui on tend une simple feuille de papier avec un diagnostic. Une petite fille aux dents de lait manquantes, forcée d'apprendre à vivre sans sa mère. Pas de contact lâche à resserrer. Pas de disjoncteur à réinitialiser. Et j'ai réalisé que Silas ne se tenait pas devant une décision d'argent cette nuit-là. Il se tenait devant une question bien plus effrayante. Oserait-il remettre les pieds dans un circuit qu'il savait pouvoir tomber en panne à tout moment? Cette fois, avec son propre cœur comme conducteur. Le lendemain matin, la réponse est arrivée de la manière la plus inattendue. Silas est entré dans la cuisine et a trouvé Poppy à table, la langue sortant d'un côté de sa bouche en pleine concentration. Elle utilisait les petites pinces de la boîte à outils de son père pour redresser la fermeture éclair cassée de la veste qu'elle portait depuis 2 hivers. Elle n'a pas demandé une nouvelle veste. Il ne lui est même pas venu à l'esprit de demander une nouvelle veste. Elle avait 10 ans, et elle avait déjà appris à réparer les choses au lieu de les remplacer, à accepter chaque limite comme si c'était une loi de la nature. Cette vision a frappé Silas en pleine poitrine comme un marteau. C'était précisément le poids qu'il n'avait jamais voulu que son enfant porte. Quand Poppy a levé les yeux et a souri, la même dent de devant manquante que sa mère sur leur photo de mariage, Silas a su qu'il allait passer l'appel. « J'accepte, dit-il au téléphone. Mais j'ai des conditions. Poppy passe avant tout, et je ne lui mentirai sur aucune partie de tout ça. »« D'accord, » a répondu Dahlia instantanément, le soulagement indéniable dans sa voix. « Mon nouveau cycle de traitement commence lundi. Je veux que vous soyez là. » Ce soir-là, dans leur restaurant habituel près de la vieille autoroute, le temple du cheeseburger au piment vert, que Poppy avait déclaré être le summum de la civilisation humaine, Silas a parlé à sa fille. Il a expliqué lentement. Papa allait travailler avec mademoiselle Dahlia Everhart pendant les 6 prochains mois, pour l'aider à traverser son traitement. Et parce qu'on les verrait beaucoup ensemble, les gens pourraient penser que papa sortait avec elle. Poppy a posé son burger. « Alors, tu sors avec elle? Est-ce qu'elle va être ma nouvelle maman? »« Non, mon ourson. Rien de tout ça. C'est juste quelqu'un qui a besoin d'aide, et il se trouve que je suis quelqu'un qui peut aider. » La fillette a regardé son père un long moment, avec un regard scrutateur qui le mettait mal à l'aise. Un regard si semblable à celui de Corinne que ça faisait mal. « Mais si tu fais semblant de sortir avec elle, ce n'est pas mentir ?» La question a transpercé Silas. « Si, d'une certaine manière, si, a-t-il admis. »
parce qu'il ne pouvait pas demander à sa fille de respecter des principes qu'il tordait lui-même. Mais parfois, la vie est plus compliquée que ça. Il y a des mensonges que les gens racontent pour blesser quelqu'un. Et il y a des mensonges que les gens racontent pour protéger quelqu'un qui en a vraiment besoin. Poppy a penché la tête. Comme quand j'ai dit à Madame Opal que ses biscuits étaient délicieux, même s'ils étaient noirs et durs comme de la brique. Malgré tout, Silas a éclaté de rire. Oui, quelque chose comme ça. Poppy a hoché la tête avec la gravité d'un juge rendant un verdict. Puis elle est restée silencieuse un moment, son doigt traçant des cercles sur la table. Et quand elle a reparlé, sa voix avait diminué. « Papa, est-ce qu'elle est malade dans un hôpital? »« Oui, elle l'est. Pourquoi, ma chérie? »« Je n'aime pas les hôpitaux. » Poppy n'a pas levé les yeux. Ils sentent comme maman à la fin. Silas a pris la petite main de sa fille à travers la table, et pendant un instant, ils sont restés tous les deux au milieu du bruit du restaurant, écoutant un silence privé qu'eux seuls pouvaient entendre. Le premier lundi, Silas est entré dans le monde de Dahlia, portant les vêtements que son assistante avait envoyés. Un pantalon de ville et un pull en cachemire si doux qu'il se sentait indigne de le toucher. L'assistante s'appelait Camille Winters, les cheveux tirés en arrière, les yeux semblant toujours avoir 3 pas d'avance sur le moment présent. Elle l'a accueilli dans le hall de la résidence avec un emploi du temps imprimé. « Je travaille pour Madame Everhart depuis 5 ans, » a dit Camille en le conduisant dans le couloir de pierre. « Depuis que j'étais stagiaire. » Elle a hésité une seconde, puis a ajouté plus bas, comme pour se le rappeler à elle-même. « Les Everhart ont sauvé ma famille une fois. Je n'oublie pas ce genre de choses. » Silas n'a pas posé de questions. Plus tard, il aurait souhaité de tout son être l'avoir fait. Le centre de traitement privé de Dahlia ne ressemblait à rien de ce qu'il avait imaginé. Des fauteuils en cuir au lieu de lits d'hôpital, une lumière chaude de lampe au lieu d'un éclairage fluorescent, des fleurs fraîches changées chaque matin. Mais 10 minutes après que la première aiguille ait trouvé une veine, Silas a compris quelque chose. L'argent peut acheter un bel éclairage. Il ne peut pas acheter une vérité différente. La vérité était la suivante. À la 2e poche de médicaments, Dahlia a commencé à trembler. Pas un frisson. Des tremblements violents qui secouaient le cadre du fauteuil, les dents claquant dans une pièce chauffée à 23 degrés. L'infirmière a ajouté des couvertures chauffantes, a administré des médicaments, a pris des notes, est sortie. Puis la nausée est venue. Silas n'a pas eu le temps d'appeler qui que ce soit. Il a seulement eu le temps d'attraper le bassin en forme de haricot et de lui tenir les épaules. Et il a continué à les tenir, pendant que la femme qui avait ajusté sa cravate le matin même se pliait en deux et se vidait, ses doigts s'enfonçant dans son avant-bras, sans plus aucune force de PDG. Quand cela s'est finalement calmé, elle gisait haletante, les cheveux collés à son front. Sur l'oreiller blanc, Silas a vu des mèches blonds cendrées, une fine couche de cheveux perdus. Il les a enlevés discrètement avant qu'elle ne puisse les voir. « Vous n'êtes pas obligé de rester dans la pièce », a-t-elle rappelé. « Le hall est très bien. Tout le monde ici sait qui je suis. Je ne suis pas là pour le spectacle, » a répondu Silas. Il a rapproché la chaise. « Parlez-moi de votre entreprise. Everhart Aérospatiale. Qu'est-ce que vous faites exactement avec ces fermes à champignons? » 3 heures se sont écoulées au rythme régulier du goutte-à-goutte de la perfusion. Dahlia a parlé de l'héritage de son père, de la constellation en orbite basse, des villes du Nouveau-Mexique où les enfants s'asseyaient encore sur les parkings des bibliothèques pour capter le Wi-Fi pour leurs devoirs. Silas a écouté, a posé des questions et a lentement vu la couleur remonter sur ses joues pâles. L'après-midi appartenait au conseil. La tour Everhart se dressait dans le couloir technologique au sud de la ville, une plaque de verre noir reflétant le ciel du désert. Dahlia a traversé le hall avec l'assurance d'un général, une perruque si naturelle que personne n'aurait pu le deviner, du maquillage couvrant sa pâleur, un tailleur sur mesure dégageant l'autorité. Seul Silas, qui 5 heures plus tôt lui tenait un bassin, connaissait le prix de chaque pas droit. La salle de conseil était le genre d'endroit où personne ne rit jamais de joie. Une table en noyer poli comme un miroir, des hommes en costume cher, leur regard glissant sur Silas avec un mélange de curiosité et de mépris ouvert. Dahlia l'a présenté comme « mon partenaire ». Aucune explication, aucune histoire. Elle l'a simplement posé là comme un fait qui ne nécessitait l'approbation de personne. « Comme vous pouvez le voir », a-t-elle commencé, sa voix de velours enrobant de l'acier, « je suis tout à fait capable de continuer dans mon rôle.
Ma vie personnelle est stable. Mon traitement progresse. Et toute tentative de remettre en question ma compétence sera reconnue pour ce qu'elle est exactement. Une prise de pouvoir opportuniste. À l'autre bout de la table, un homme aux cheveux argentés a lentement enlevé ses lunettes. Gideon Falk ne ressemblait pas au requin que Silas avait imaginé. Il ressemblait à un vieil artisan, de grandes mains, un visage ridé par un vrai travail accompli, bien avant qu'il ne s'assoie dans une salle de réunion. Seuls les yeux étaient froids. « Quel est son parcours ?» a demandé Falk, ne regardant pas Silas, mais Dahlia. « Monsieur Redmond, quel est exactement votre rôle dans tout ça ?» Avant que Dahlia ne puisse répondre, Silas s'est légèrement penché en avant. « Je suis ici pour me tenir aux côtés de Dahlia, de toutes les manières dont elle a besoin. » Il a regardé Falk droit dans les yeux et n'a pas scié. Certains appelleraient ça de l'amour, d'autres de la simple décence humaine. Appelez ça comme vous voulez. Je ne vais nulle part. La pièce est devenue silencieuse, comme si l'air en avait été aspiré. Sous la table, la main de Dahlia a trouvé la sienne et l'a serrée. Silas a serré en retour. Après la réunion, en descendant vers le parking, Dahlia a rompu le silence la première. Cette réponse, je ne l'ai pas vue venir. Merci. Ne me remerciez pas. Je suis juste allergique à ce ton. Faites attention, Silas. Elle s'est tournée vers lui, son regard s'aiguisant. Falk ne joue pas pour gagner une main. Il joue pour préserver une vie. Ce genre d'adversaire n'a pas de bouton d'arrêt. 2 semaines plus tard, Silas a appris qu'elle n'avait pas exagéré. Il était resté tard à l'atelier pour finir un panneau pour un client régulier. En baissant le rideau roulant, il l'a vu. Gideon Falk, debout à côté d'une berline noire, garée de l'autre côté du parking, les mains jointes dans le dos, étudiant l'enseigne écaillée de Redmond Electric, comme un homme étudie une antiquité. « Bel atelier », a dit Falk. « J'ai commencé avec mes mains, moi aussi, vous savez. Ingénieur aéronautique. Il y a 40 ans, je passais plus de temps sous les avions que dans les lits. » Il s'est retourné, et le sourire avait disparu. « C'est pourquoi je ne vous ferai pas perdre votre temps, comme je le ferai avec le conseil. Combien vous paye-t-elle, monsieur Redmond, pour jouer le rôle de l'homme qu'il aime ?» Le sang de Silas s'est glacé, mais son visage n'a pas bougé. « Vous vous trompez de cible. Vraiment ?» Falk a fait un pas de plus. « Votre fille, Poppy, n'est-ce pas? École primaire de Sandy View. Une petite artiste de talent, à ce que j'entends. » Il a laissé la phrase en suspens pendant exactement 3 secondes, assez longtemps pour qu'elle devienne ce qu'elle était vraiment. « Je sais tout ce qui vaut la peine d'être su, monsieur Redmond. C'est mon travail depuis 30 ans. Alors, voici mon offre. 2 millions de dollars. Vous partez, et vous confirmez à la presse que toute cette relation était une mise en scène. Vous voulez la détruire. Je veux sauver 4000 personnes du rêve éveillé d'une enfant gâtée. » Pour la première fois, de la chaleur est entrée dans la voix de Falk, et Silas a perçu quelque chose de vraiment effrayant. L'homme ne jouait pas la comédie. En 98, quand cette entreprise se mourait, j'ai signé l'hypothèque de ma propre maison pour que les travailleurs aient un chèque de paye pour Noël. Arthur comprenait. Arthur savait ce qu'est cette entreprise. Ce sont des salaires. C'est une assurance. Ce sont des frais de scolarité pour des milliers de familles. Et sa fille veut tout parier sur une chaîne de satellites diffusant vers des champs vides. 2 millions de dollars, monsieur Redmond. Pensez à votre fille. Quel genre de père refuse une telle sécurité? Il a posé une carte de visite sur la boîte aux lettres de l'atelier et est parti. Et c'est là qu'une histoire plus simple l'aurait raconté différemment. Silas, déchirant la carte sur le champ, la gentillesse ne nécessitant aucune réflexion. La vérité n'était pas si jolie. La vérité, c'est que Silas est resté assis à sa table de cuisine jusqu'à bien après minuit, la carte posée devant lui, faisant le calcul. 2 millions de dollars. Il a calculé la maison, le fonds pour l'université, pas le genre de fonds précaire qu'il alimentait de 200 dollars par mois, mais le genre qui ouvre toutes les portes. Le jour où il n'aurait plus jamais à choisir entre le cours d'art de Poppy et la facture d'électricité, il a refait les calculs encore et encore, et chaque fois ils aboutissaient à la même réponse. Et la réponse n'était pas du côté de Dahlia. Puis, à 1h40 du matin, le téléphone sur la table a sonné. Silas, la voix de Dahlia était déformée, sa respiration saccadée. Fièvre, 40. Camille ne répond pas. Je n'arrive à joindre personne. Quelque chose s'est écrasé à l'autre bout de la ligne, puis le silence.
Silas ne s'est jamais souvenu d'avoir mis ses bottes. Il ne se souvenait que des lampadaires s'étalant sur le pare-brise et de la seule pensée tournant en boucle comme un court-circuit. Pas encore. Pas encore. Si vous suivez cette histoire, abonnez-vous, car ce soir n'est que le début. Cette nuit-là, à Rio Vista, fut la pire depuis la première. Une infection septique avec un taux de globules blancs au plus bas. Silas se tenait pressé contre le mur de la salle d'urgence, regardant 3 infirmières et 2 médecins s'affairer autour du brancard où Dahlia tremblait violemment, entendant des mots qu'il aurait souhaité ne jamais avoir à apprendre. Antibiotiques à large spectre, hemocultures, pression qui chute. Et pour la première fois depuis les funérailles de Corinne, Silas Redmond s'est tenu dans un coin sombre et a prié. Vers l'aube, la crise s'est calmée. Dahlia s'est assoupie dans une chambre d'isolement, le visage blanc comme du papier, une partie de ses vrais cheveux, exposée sous un foulard de travers, fin, cassant, parsemé de zones de cuir chevelu nu. Elle n'aurait jamais voulu que quelqu'un la voie comme ça. Silas s'est assis sur la chaise à côté du lit et est resté. Quand le soleil s'est levé, Dahlia a ouvert les yeux. Elle l'a vu et a détourné le visage. « Ne me regarde pas », a-t-elle dit. « Je suis laide en ce moment. »« Tu te trompes », a dit Silas. « Je suis électricien depuis 20 ans. Je sais à quoi ressemble quelque chose qui brûle à pleine capacité. » Une seule larme a coulé sur l'arête de son nez et est tombée sur l'oreiller. Aucun d'eux n'a dit un mot de plus. À midi, sur le chemin du retour, Silas s'est arrêté à l'atelier, a sorti la carte de Falk de la poche de sa chemise et l'a insérée dans le vieux destructeur de documents du bureau. Il est resté là, à regarder la machine transformer 2 millions de dollars en ruban. La décision n'était pas venue d'un manuel d'éthique. Elle était venue d'une nuit blanche, de l'image d'un être humain dépouillé jusqu'à l'os par la maladie, et qui détournait encore son visage pour protéger un dernier centimètre de fierté. Certaines choses, s'avère-t-il, ne se réduisent pas à des mathématiques. Le coup suivant est tombé 3 jours plus tard, d'une manière que personne n'avait vu venir. La photo a fait surface sur les sites de la presse à scandale à 6 heures du matin. Silas, entrant dans la résidence Everhart, à près de 2 heures du matin. La nuit même où il s'était précipité pour l'appel d'urgence. Une autre photo de Camille lui tendant une enveloppe épaisse dans le hall, son premier mois de salaire par chèque. Bien qu'à travers un téléobjectif, cela ressemblait exactement à une liasse de billets. Et le pire de tout, 2 pages du contrat, flou mais assez lisible pour distinguer le mot « compagnon ». Et un chiffre. L'héritière Everhart engage un faux petit ami pour tromper le conseil et le public. L'action d'Everhart Aérospatiale a chuté de 15 points avant même l'ouverture du marché. Le téléphone de Dahlia n'arrêtait pas de sonner. Silas s'est rendu à la résidence, l'estomac noué. Il a trouvé Dahlia dans le salon de lecture, assise très droite, très immobile, les yeux fixés sur le bandeau d'informations qui défilait à l'écran. Cette immobilité était plus effrayante que n'importe quelle panique. « Je suis désolé », a-t-il dit dès que la porte s'est refermée. Les gens de Falk ont dû me suivre. Ce n'est pas ta faute. La voix de Dahlia était parfaitement égale. Mais il y a pire que les photos, Silas. Des photos, ça s'achète avec un détective privé. Le contrat. Elle s'est retournée et pour la première fois, il a vu une véritable fissure en elle. Le contrat existe en 3 exemplaires. Le mien, celui de mon avocat, et celui dans le coffre-fort du bureau. Un coffre-fort dont exactement 2 personnes ont le code. Elle n'a pas prononcé le nom. Elle n'en avait pas besoin, mais c'était un problème pour le soir. Le matin exigeait de gérer l'incendie, et c'est là que Dahlia a souri. Un petit sourire calculateur qui a rappelé à Silas que sous toute cette fragilité se trouvait une femme élevée pour diriger un empire. « Nous n'allons rien nier », a-t-elle dit. « Nier, c'est leur donner l'histoire sur un plateau. Nous allons la reprendre. » La conférence de presse a eu lieu sur les marches de la tour Everhart. Des caméras en rangée, des journalistes entassés dans les escaliers. Dahlia se tenait droite, Silas à ses côtés, et elle a commencé à raconter leur histoire. La vraie version, moins les parties que personne n'avait le droit d'exiger. Oui, a-t-elle dit. Ma relation avec Silas a commencé comme un arrangement. La foule s'est agitée. Dahlia a attendu que le bruit se calme, puis a continué sans se presser. Je venais de recevoir un diagnostic qui me terrifiait. Au milieu de la nuit, j'ai composé un faux numéro. Et au lieu de raccrocher, l'inconnu à l'autre bout du fil s'est rendu à l'hôpital
et est resté avec moi pendant la nuit la plus effrayante de ma vie. Après cette nuit, oui, je lui ai demandé d'être mon compagnon pendant mon traitement, sous un contrat en bonne et due forme. Parce que j'avais besoin d'une personne dans ma vie, sans lien avec l'argent et le pouvoir qui m'entourent. Ce que je n'avais pas prévu. Elle s'est tournée pour regarder Silas, et ce regard lui a serré la poitrine, si réel que peut-être même elle ne pouvait plus faire la différence. C'est ce que cet arrangement allait devenir discrètement. Silas s'est penché vers le microphone. « L'argent n'est pas la question ici », a-t-il dit, d'une voix basse et stable. La question, c'est que parfois, même les personnes les plus fortes ont besoin de quelqu'un à leur côté. Même une présidente. Même un père célibataire de l'autre côté de la ville. Les médias se sont jetés sur l'histoire comme des oiseaux sur du pain frais. En quelques heures, la romance du faux numéro a envahi toutes les plateformes. L'homme qui avait voulu clouer Dahlia au pilori de la vérité avait oublié une chose. La vérité racontée par la voix de la personne qui l'a vécue est une arme que personne ne peut vous voler. Ce soir-là, quand la tour s'est vidée, Camille Winters a frappé à la porte du bureau de Dahlia. Elle a posé une lettre de démission et une clé USB sur le bureau et est restée là, la colonne vertébrale droite, les yeux rouges, mais secs. « C'était moi », a-t-elle dit. « J'ai photographié le contrat dans le coffre-fort. » Dahlia ne s'est pas levée. Continuez. Il y a 6 ans, mon père est tombé d'un échafaudage. 2 vertèbres. Le fonds d'aide aux employés de l'entreprise a prêté à ma famille le coût de l'opération. Un prêt géré par le bureau de M. Falk. Il y a 3 semaines, il m'a appelé à son étage. Il a dit que si je ne coopérais pas, le prêt serait exigé en avance et que je ne travaillerais plus jamais dans cette industrie. Alors, sa voix a fléchi pour la première fois. J'ai choisi mon père. Je suis désolé. Tout est sur la clé. Des enregistrements de 2 de ses appels, les emails m'ordonnant de photographier les documents, et la preuve qu'il a transmis votre dossier médical à 3 membres du conseil. Votre dossier médical, madame. Je sais que ce que je vous ai donné est suffisant pour me détruire. Je vous demande seulement de ne pas toucher auprès de mon père. La pièce est restée silencieuse pendant un long moment. Puis Dahlia a fait glisser la lettre de démission sur le bureau. Vous avez choisi votre père, a-t-elle dit. Je n'ai pas le droit de blâmer qui que ce soit pour ça. J'ai passé toute ma vie à essayer de mériter le mien. Elle a pris la clé USB. Mais maintenant, j'ai besoin que vous choisissiez une fois de plus. Cette fois, devant le conseil. En avez-vous la force? Camille a regardé la femme malade derrière le bureau. La femme qui venait d'avoir le pouvoir de l'écraser et qui ne l'avait pas utilisé. Oui, a-t-elle dit. Mais une tempête médiatique ne balait pas seulement les tours de verre. Elle a trouvé son chemin jusqu'à la cour de récréation de l'école primaire de Sandia View. Silas a reçu l'appel du directeur au milieu de l'après-midi. Un groupe d'élèves plus âgés avait mis un téléphone sous le nez de Poppy, lu les gros titres à voix haute, et un garçon nommé Mason avait utilisé le mot que les enfants avaient entendu de leurs parents. Profiteur. Ton père est payé pour faire semblant de l'aimer. Poppy lui avait donné un coup de poing en plein nez. Sur le chemin du retour, le père et la fille sont restés en silence. Poppy regardait par la fenêtre, sa petite mâchoire serrée, la fierté et la blessure entremêlées, exactement comme sa mère. Et Silas s'était écrasé par ses propres pensées. C'était précisément ce qu'il avait le plus craint, que sa fille paie le prix de ses choix. Cette nuit-là, alors qu'il l'abordait, Poppy a parlé dans le noir sans le regarder. Je ne l'ai pas frappé à cause de ce qu'il a dit sur toi. Alors pourquoi? Parce qu'il a dit que mademoiselle Dahlia va mourir. Sa voix diminuait à chaque mot. Il a dit que tout le monde avec cette maladie meurt, comme dans les films. Poppy s'est retournée, et dans la lueur de la veilleuse, Silas a vu que ses yeux étaient pleins de larmes. Papa, et si je commence à l'aimer, et qu'elle s'en va comme maman? Je ne veux plus aimer personne, si les gens continuent de partir. Silas s'est assis sur le bord du lit. Dans sa tête, il y avait toutes les phrases toutes faites que les adultes gardent pour des moments comme celui-ci. Elle ira bien. Ne t'inquiète pas. Les médecins sont excellents, et il a compris que chacune d'elles était le genre de mensonge qui blesse. Alors, il a dit la vérité. J'ai peur exactement de la même chose, a-t-il dit. Chaque nuit. Je ne peux pas te promettre qu'elle ira mieux, mon ourson. Personne ne peut le promettre. Je ne sais qu'une chose. Quand ta mère était malade, ce qu'elle craignait le plus, ce n'était pas de partir. Ce qu'elle craignait le plus, c'est que toi et moi arrêtions d'oser aimer les gens à cause de ça.
Si on enferme nos cœurs pour ne pas être blessés, on n'échappe pas à la perte. On perd juste tout plutôt que les autres. Poppy a pleuré. Silas a serré sa fille dans ses bras et, au fond de lui, il savait qu'il avait prononcé cette phrase pour ses propres oreilles aussi. Il n'y a pas eu de miracle après cette nuit. Pas de visite éblouissante à l'école qui a effacé les chuchotements en un après-midi. À la place, il y a eu des choses plus lentes, plus vraies. Il y a eu les jeudis soirs, la semaine où Dahlia était assez forte, passée sur la terrasse arrière de la résidence avec le vieux télescope d'Arthur. Dahlia enseignant à Poppy la composition et les ombres, lui parlant des 2 années où elle avait étudié l'art dans une école de l'Est avant que son père ne la force à passer aux affaires. Il y a eu les dessins que Poppy a apportés en classe un par un, jusqu'à ce que les enfants oublient les gros titres et demandent seulement ce qu'elle avait dessiné aujourd'hui. Et il y a eu le jour où Mason a marmonné des excuses dans le couloir. Ed Poppy, après 3 secondes de délibération très digne de Corinne, lui a tendu son nouveau dessin pour qu'il le voie. Le premier dessin que Poppy a terminé sous la direction de Dahlia est toujours accroché sur la porte du réfrigérateur de l'appartement des Redmond. Je l'ai regardé longtemps. Une rangée de poteaux électriques se dirigeant vers un coucher de soleil, le monde de son père. Et au-dessus des lignes électriques, dans la bande violette du ciel, un petit point de lumière en mouvement, un satellite. Le monde de la femme qui lui a appris à tenir un pinceau. Les enfants ne peuvent pas mentir en images. Nous, les adultes, passons des mois empêtrés dans nos questions. Réelles ou feintes, contrat ou parenté, argent ou cœur. Et cette fillette de 10 ans a simplement dessiné les 2 mondes dans le même ciel, parce qu'à ses yeux, il partageait un ciel depuis longtemps déjà. Voici ce que j'ai compris. Nous nous demandons sans cesse quand exactement nos cœurs ont commencé à changer. Mais la personne qui voit la réponse en premier n'est généralement pas nous. C'est un enfant, debout devant le réfrigérateur, tenant un rouleau de ruban adhésif. Le 5e mois, 2 nouvelles sont arrivées à 3 jours d'intervalle. La première est venue du docteur Voss, dans un appel téléphonique auquel Dahlia a répondu au milieu du dîner et pour lequel elle a dû s'asseoir. Le registre de moelle osseuse avait trouvé un donneur compatible. La greffe était prévue dans 2 semaines. La seconde est venue du bureau du secrétaire du conseil. Gideon Falk avait officiellement convoqué une session extraordinaire, un vote de défiance envers la direction de Dahlia Everhart. La date, choisie par Falk lui-même, tombait précisément le 3e jour du régime de conditionnement à haute dose, lorsque Dahlia serait allongée dans une chambre d'isolement stérile, incapable de se présenter. « Il a fait le calcul », a dit Dahlia, son calme glaçant. Une chaise vide au milieu de la salle du conseil. C'est toute sa présentation. Alors ne laissez pas la chaise vide, a dit Silas. Le jour de la réunion, la salle du conseil du 30e étage est devenue silencieuse lorsque le grand écran au bout de la pièce s'est animé. Dahlia est apparue depuis sa chambre d'isolement à Rio Vista et toute la table a retenu son souffle. Pas de perruque, pas de foulard, son crâne nu sous les lumières de l'hôpital, 2 perfusions scotchées au dos de sa main, et ses yeux gris regardant droit dans l'objectif, aussi vifs que le premier jour. « Vous vouliez me voir faible », a-t-elle dit. « Alors regardez bien. C'est moi, au 3e jour d'un régime myélo-ablatif, 2 jours avant ma greffe. J'ai fini de me cacher. Mais avant que vous ne votiez sur ma compétence, il y a quelqu'un ici qui aimerait parler de la compétence de l'homme qui a convoqué cette réunion. » Camille Winters s'est levée de la rangée des secrétaires. Ses mains tremblaient. Silas, assis au fond de la salle, pouvait le voir clairement, mais sa voix ne tremblait pas. Elle a tout exposé, pièce par pièce, 2 enregistrements, la chaîne d'emails et le fait documenté que Gideon Falk avait transmis les dossiers médicaux confidentiels de la directrice générale à 3 membres du conseil. Une violation que le chef du service juridique, assis juste là, n'a eu qu'à approuver d'un signe de tête pour la nommer. Falk n'a pas nié. C'est peut-être ce qui a le plus longtemps réduit la salle au silence. Il s'est assis et a tout écouté, puis a lentement enlevé ses lunettes, les a nettoyées, les a remises. En 98, a-t-il dit, à personne en particulier, j'ai hypothéqué ma maison pour que cette entreprise vive. Je croyais faire la même chose, la sauver à tout prix d'un pari risqué. Il a levé les yeux vers l'écran, vers la femme chauve qui le regardait. Mais on ne sauve rien en l'empoisonnant. Arthur me l'aurait dit. Il s'est levé
et à boutonner sa veste avec les larges mains d'un vieil artisan. Je retire la motion et je démissionne. Sur le seuil de la porte, il s'est arrêté une seconde sans se retourner. « J'espère que vous survivrez, mademoiselle Everhart. » Je le pense sincèrement. Le vote n'a jamais eu lieu. La greffe, si, pile à l'heure. Une seule poche de cellules rouges foncées, perfusée lentement par une voie centrale en 40 minutes. C'était si silencieux qu'il était difficile de croire que c'était la frontière entre deux moitiés d'une vie. Puis vint l'attente. Les jours d'espoir que le greffon prenne racine. 18 jours que Silas a marqués au crayon sur le bord du calendrier dans la salle d'attente stérile, lisant les résultats de laboratoire chaque matin, comme on lit le bulletin météo en saison des ouragans. Le 18e jour, le docteur Voss est sorti avec l'imprimé à la main, et pour la première fois en tous ces mois, a souri avant de parler. Le taux de globules blancs grimpait, la nouvelle moelle avait pris. Mais cette histoire vous a fait une promesse au tout début. Elle n'embellirait rien. Et la vérité, c'est que quelque chose n'a pas survécu à cet hiver. Un soir de fin septembre, alors que Dahlia était de retour à la maison, elle et Silas étaient assis sur la terrasse au-dessus de la vallée. Elle est restée silencieuse longtemps, les deux mains enroulées autour d'une tasse de thé refroidi. Et puis elle a parlé sans le regarder. Avant la greffe, ils m'ont fait signer un formulaire sur les effets permanents du régime de conditionnement. Elle a pris une profonde inspiration. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant, Silas. Je le savais d'avance. Je l'ai signé seul dans la chambre d'isolement, et je me suis dit que j'avais fait la paix avec ça. Échanger ça contre ma vie. Un calcul facile, non? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Alors pourquoi est-ce que je continue de rêver d'un enfant qui n'a pas de visage? Silas n'a pas dit « au moins tu es en vie ». Il n'a pas dit « on pourrait adopter ». Il s'était assis à côté de suffisamment de lits d'hôpital pour savoir que certains chagrins ne veulent pas de solution. Ils veulent seulement quelqu'un qui reste. Il a pris sa main froide dans la sienne, et ils sont restés comme ça jusqu'à ce que le brouillard monte, blanc, sur la vallée, pleurant une personne qui n'avait jamais existé, et qui maintenant n'existerait jamais. Cette blessure n'a pas guéri, elle a seulement changé d'adresse. Quelques semaines plus tard, Poppy a couru vers Dahlia avec l'invitation à l'exposition d'art de son école, montrant la ligne de signature en bas. Cette case dit « parent » ou « tuteur », a annoncé la fillette, tout à fait sérieuse. « Je peux mettre ton nom? C'est toi qui m'as appris à dessiner. » Dahlia a tenu cette feuille de papier pendant un long moment. Puis elle l'a signée avec l'écriture la plus soignée que Silas lui ait jamais vue, y compris sur des contrats valant 100 millions de dollars. En octobre, Everhart Aérospatiale a lancé avec succès les 6 premiers satellites de sa constellation de haut débit rural, le projet que le Conseil, après tout, avait approuvé à l'unanimité. Cette nuit-là, 3 personnes étaient allongées à l'arrière du vieux pick-up de Silas, garé sur une colline à l'est de la ville, enveloppé dans 2 couvertures partagées, se passant un thermos de chocolat chaud. Poppy était allongée au milieu, du papier à dessin sur la poitrine, attendant. Les montagnes Sandia se profilaient, noires, derrière eux. Tout le ciel du désert s'ouvrait devant, si rempli d'étoiles qu'on pouvait presque les entendre. Là, a murmuré Dahlia. Un petit point de lumière, silencieux et stable, se faufilant entre les constellations, comme une aiguille cousant son chemin à travers le ciel. 6 mois plus tôt, c'était une fantaisie dans une salle de conseil. Maintenant, il passait au-dessus de villes où, demain matin, pour la première fois, les enfants n'auraient pas à s'asseoir sur un parking de bibliothèque pour faire leurs devoirs. « Hey » a dit Silas doucement, une fois que Poppy s'était endormie entre eux. « Tu me dois toujours une réponse. Cette nuit-là, et si tu avais composé le bon numéro de Blake ?» Dahlia est restée silencieuse un long moment. « J'y ai pensé constamment » a-t-elle dit. 10 chiffres mémorisés pendant 3 ans. Les gens ne se trompent pas comme ça, Silas. Je pense que ma main composait son numéro. Mais une partie de moi savait déjà qu'il n'allait pas venir. Et cette partie s'est trompée d'un chiffre, exprès. Elle s'est tournée pour le regarder, tout le ciel se reflétant dans ses yeux. Ma mémoire a refusé d'appeler l'homme qui n'aurait pas décroché. Elle gardait la ligne pour celui qui viendrait. J'ai regardé ce point de lumière parcourir tout l'arc du ciel et disparaître derrière les montagnes. Et j'ai pensé au téléphone à l'écran fissuré sur la table basse où tout cela a commencé. Un satellite, en fin de compte, ne fait qu'une chose. Il capte le signal d'une personne à un endroit et le transporte vers une personne à un autre. 2 êtres humains qui auraient pu vivre toute leur vie sans jamais se toucher. Cette nuit-là,
Un signal est parti de la chambre 412, cherchant un nom, et a atterri sur un canapé usé à l'autre bout de la ville. Les gens appellent ça un faux numéro. Mais plus je raconte cette histoire, moins je crois au mot faux. Parce que chaque signal ne cherche jamais qu'une seule chose. Un endroit où quelqu'un est prêt à décrocher. Et peut-être que la plus grande chance d'une vie humaine n'est pas de ne jamais avoir à appeler dans le noir. C'est que lorsque nous le faisons, même avec un chiffre d'écart, il y a une voix à l'autre bout qui dit « Je ne suis pas celui que vous cherchez, mais je peux venir ». Si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime et partagez-la avec la personne qui, vous le savez, décrocherait à coup sûr, même si vous l'appeliez à 2 heures du matin. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et n'oubliez pas, parfois, un faux numéro est en fait le destin qui vous appelle.